Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro des pages africaines. Nous recevons aujourd'hui Madame Séverine Laurent, auteure de l'ouvrage Clé pour comprendre la communication en Afrique de l'Ouest, paru en septembre aux éditions du Parc. Quelle est la place de la communication dans la compréhension et le développement du continent africain? En quoi cet ouvrage permettra de comprendre l'Africain et refonder sa vision de la communication et du développement? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles répondra notre invité Séverine Laurent. Bonsoir. Bonsoir Colcia. D'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors moi je m'appelle Séverine Laurent, je suis née en 1974. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'évolue dans le secteur de l'audiovisuel et de la communication en Afrique subsaharienne. Et voilà, j'ai notamment travaillé pour Africable Télévision il y a quelques années, avec toute l'équipe qui est ici, que je salue. Et depuis 7 ans, 8 ans maintenant, je suis à la tête d'une structure qui s'appelle Africacom, qui propose des services pour le développement d'industries liées aux médias et à la communication en Afrique subsaharienne. Alors vous venez d'écrire votre livre et il est paru aux éditions du Parc en septembre. Alors, en tant que Blanche, vous écrivez sur la communication en Afrique. Comment avez-vous accueilli les premières critiques de l'apparition de cet ouvrage? Alors, c'était effectivement une question que je me suis posée. Comment, en tant que Blanche, est-ce que mon ouvrage va être pris? Puis finalement, je me suis dit, j'ai pris un petit peu de recul sur moi-même et je me suis dit que finalement, c'est un petit peu comme l'histoire d'une jolie fille. S'il y a quelqu'un, si une jolie fille dit elle-même, moi je suis jolie, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Tandis que peut-être que si quelqu'un d'autre le dit, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Je suis partie de là. Et c'est justement parce que je fais partie d'une culture extérieure que ça me donne un autre regard sur l'Afrique. Et également la possibilité de la valoriser autant. Parce que tout le long de l'ouvrage, vous l'avez lu, Colcia, je fais un petit peu l'apologie de cette Afrique extraordinaire, de cette Afrique qui a beaucoup à nous apprendre. Et peut-être que dans la bouche d'un Noir, ce serait passé différemment. Vous côtoyez l'Afrique depuis une vingtaine d'années. Oui. Est-ce que ce livre-là, c'est le résultat de vos vécus quotidiens? Complètement. Complètement. Moi, quand je suis arrivée sur le territoire, vraiment, j'ai fait des erreurs culturelles phénoménales, fondamentales. Et c'est parce que j'ai fait ces erreurs-là, justement, que j'ai appris au fur et à mesure. Je pense que si j'avais eu un ouvrage tel que celui-ci, qui m'aurait donné également quelques codes, j'aurais peut-être mieux compris dans quel monde est-ce que j'arrivais. Parce que nous, en Occident, la façon dont on nous dépeint l'Afrique, souvent, c'est l'Afrique de la misère, l'Afrique de la guerre, l'Afrique des maladies, jusqu'à aujourd'hui encore. On nous parle très peu de cette Afrique fantastique, des formidables potentialités culturelles, de toute la richesse humaine qu'on trouve ici sur le terrain. Et voilà, c'est un peu un hommage à l'Afrique aussi que j'ai voulu rendre par l'intermédiaire de la communication, de techniques de communication persuasive et de techniques de développement personnel. Ouais, mais en quoi justement cet ouvrage peut permettre individuellement à développer les Africains ou l'Afrique d'une façon générale? Alors moi je suis férue de techniques de développement personnel. Les techniques de développement personnel, ce sont des techniques scientifiques qui nous apprennent comment exploiter notre plus belle potentialité, notre plus belle individualité, comment nous développer nous-mêmes et réussir à atteindre nos rêves. Et ces techniques de développement personnel se rejoignent avec les techniques de communication au carrefour des croyances, puisque c'est en instrumentalisant les croyances des individus, ou en tout cas en les comprenant déjà d'une part, que l'on va pouvoir réussir à faire passer un message de communication. Et les techniques de développement personnel rejoignent un petit peu cette idée, puisqu'on se base également sur les techniques, sur les croyances des individus. Donc je suis partie d'une phrase de l'historien burkinabé Joseph Kizerbo qui dit qu'il n'y a pas de développement des nations sans développement personnel. Et également sur une de mes croyances qui dit que la communication joue un rôle fondamental dans le développement des êtres humains. L'idée c'était vraiment de réussir à croiser ces techniques scientifiques pour pouvoir permettre non seulement à un directeur d'organisation de pouvoir communiquer de façon plus positive envers l'Afrique, avec l'Afrique, pour l'Afrique, mais également pour le lecteur lambda qui lui n'a pas son devenir, ou en tout cas son chemin professionnel dans les secteurs de la communication, qui puisse comprendre également tout ce que nous, étrangers,
on peut percevoir de fantastique, de fabuleux dans ces cultures africaines. Vous évoquez également dans cet ouvrage les grandes figures africaines, notamment d'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que ces figures-là sont aujourd'hui des références, que la jeunesse africaine a besoin de ces figures-là pour avancer? Il y a énormément de figures africaines qui sont entrées dans l'histoire. Vous avez parlé de Soundiata Keita, Aboubacar II, tout ça. Aboubacar II, Kankou Moussa, ça va jusqu'à Thomas Sankara, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des héros fabuleux. Et moi, je suis convaincue que c'est par l'exemple que l'on peut grandir. Et que, en mettant en avant les grandes figures africaines, en mettant en avant tous ces grands hommes et toutes ces grandes femmes qui ont réussi à élever le continent à une certaine hauteur, en s'inspirant de leurs actes, que l'on va pouvoir se dire c'est possible. Puisque cet individu a réussi, moi-même je peux réussir. Et donc, en instrumentalisant un petit peu ces héros de la fierté africaine, on peut réussir non seulement à faire mieux passer un message de communication, donc à vendre un produit grand public, disons les choses, mais aussi à contribuer à faire grandir cette fierté africaine. Vous savez, aujourd'hui, quand on tape sur Google « fier d'être africain », on a, je crois, jusqu'à 9 millions de réponses, de références sur fier d'être africain. Donc, c'est un filon, mais c'est un filon qui reste encore à développer et à exploiter. Ouais, mais vous avez évoqué deux catégories des Européens qui viennent en Afrique. Il y a le blanc touriste, donc le prince, et l'aventurier. Vous vous situez où? Alors, je savais que vous alliez me poser cette question, et alors j'avais préparé la réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? En lisant cet ouvrage, je pense que vous êtes africain, donc l'aventurier. L'aventurière. L'aventurière, plutôt. L'aventurière. Sauf que l'aventurier, la façon dont je le dépeins dans l'ouvrage, en fait, c'est un petit peu un clin d'œil à tous ces Occidentaux qui viennent en Afrique sauver le monde. Ce n'est pas ma démarche. Moi, je viens pas sauver l'Afrique, excusez-moi. Je viens travailler ici, j'apprécie les gens qui sont ici. Et ma démarche n'est pas de dire je viens sauver l'Afrique. Ma démarche, au contraire, est de dire je viens travailler en Afrique. Je suis au même niveau que vous. Vous voyez, donc moi je me situerai ni dans l'un ni dans l'autre, pardon. Très bien. Alors, mais en quoi est-ce que cet ouvrage-là peut être important quand vous dites que vous n'êtes ni de l'un côté ni de l'autre? Alors, votre ouvrage participe du développement du continent africain? Je l'espère parce que, encore une fois, je pense que pour construire un pays, il faut être fier de soi-même. Il faut avoir une fierté, développer une fierté patriotique, certainement, mais également être fier de toute la culture que l'on porte, de notre socle identitaire. Et je souhaite que cet ouvrage y participe. Voilà, vous parlez de la spiritualité également dans cet ouvrage. Vous trouvez que l'Afrique est trop spirituelle? Il n'y a pas de société africaine sans Dieu, par exemple? Alors moi, je n'ai pas dit du tout que je trouve que l'Afrique est trop spirituelle. Je dis que l'Afrique est spirituelle et que c'est partout. Moi, c'est en Afrique que j'ai trouvé la foi, soyons clairs. En Occident, on ne nous permet plus aujourd'hui ces accroches ou cette foi. Je fais effectivement un parallèle un petit peu entre la physique quantique d'aujourd'hui qui montre des avancées formidables et entre l'esprit spirituel qui est incarné en fait, qui est partout ici en Afrique. Et ce n'est pas quelque chose que je critique, c'est quelque chose plutôt que j'essaye de mettre en avant pour faire comprendre justement le théâtre mental des individus. Je crois que la magie, que l'ésotérisme, ce sont des marqueurs qui ne sont pas suffisamment utilisés aujourd'hui en communication. Alors même que ce sont des marqueurs qui peuvent participer au changement. Parce que dès lors que l'on veut changer une situation, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir notre marabout. C'est en tout cas le réflexe de beaucoup d'individus ici en Afrique subsaharienne. Donc à partir de là, moi je me suis simplement posé la question de voilà quelque part comment est-ce que c'est aujourd'hui et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces marqueurs-là en communication pour nous permettre de mieux convaincre un public. Vous vivez en Afrique depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez l'Afrique avec un œil cartésien ou avec un œil d'un Africain qui vit au quotidien? Je crois que je regarde l'Afrique avec le cœur. Je crois que je regarde l'Afrique avec une espèce de passion. C'est un continent sur lequel moi je ne suis pas née. Encore une fois, je viens d'une autre culture, mais je pense que y a encore une fois des potentialités formidables ici. Donc comment est-ce que je regarde l'Afrique? Je ne sais pas, je la regarde en tant que femme.
En tant que toubab version un peu africaine, on m'appelle souvent l'africaine blanche, je la regarde sans hauteur, je la regarde au même niveau. J'ai des amitiés ici extraordinaires, formidables, et c'est vraiment... Enfin, l'Afrique fait partie de moi aujourd'hui, quoi. Alors, votre ouvrage a été préfacé par Eladj Hamidou Kassé, qu'on salue d'ailleurs au passage. On a travaillé également avec lui. Et il disait dans sa préface que cet ouvrage la permettra de refonder la vision de la communication en Afrique. En quoi faisant, par exemple? Alors, justement, comme vous l'avez dit, d'abord, je salue vraiment Eladj Hamidou Kassé qui m'a soutenu dès le début de ce projet. Je suis partie le voir il y a 2 ans, je lui en ai parlé, il m'a soutenu dès le départ. En quoi cet ouvrage peut aider à refonder la communication? C'est parce que justement, j'analyse des marqueurs, des différents marqueurs des croyances africaines et des théâtres mentaux des individus pour essayer de créer une communication africaine et non plus s'inspirer des fondamentaux, des techniques de communication qu'on nous présente en Occident, mais plutôt d'inventer de la communication africaine. Les premiers inventeurs, les premiers porteurs de la communication africaine sont les griots, par exemple. Donc comment est-ce qu'on peut transformer un griot en un griot mass média? Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre sa parole pour pouvoir la diffuser au maximum dans toutes les chaumières, dans toutes les cases, jusqu'au fin fond du Niger, en passant par le fin fond du Sénégal? C'était ça mon défi, en fait. Et vous avez également, vous disiez également que vous avez fait des rencontres importantes en Afrique. Voilà, mais si on vous demandait de nous dire lesquelles de ces rencontres, laquelle vous a le plus marqué? Oui, alors il y en a eu énormément sur mon chemin, Dieu merci. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une des rencontres fondamentales dans mon existence a été Ismaïla Sidibé, le PDG d'Africable Télévision, que j'ai rencontré il y a une 20aine d'années, qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Sur l'Afrique en règle générale, mais aussi sur la vie de façon plus précise. Une autre rencontre fondamentale dans mon existence, je pense que ça a été Tiken Jah Fakoly, que j'ai rencontré en 2004 ici à Bamako. Et c'est avec des discussions avec Tiken que j'ai réussi à comprendre l'importance qu'il y avait à essayer de penser d'autres rapports Afrique-France. Parce que justement, je suis française, je porte des valeurs, je porte avec moi une histoire qui est très régulière, enfin qui est très certainement douloureuse en tout cas. Parce que je suis porteuse de cette histoire, j'ai aussi subi du racisme, comme tout étranger, je dirais, dans un pays, mais j'ai souffert quelquefois de ces rejets dus à ma nationalité française. Et c'est avec des discussions avec ces messieurs notamment que j'ai réussi à comprendre que plutôt que de me renfermer sur moi, l'important aujourd'hui c'était d'essayer de faire comprendre que notre nouvelle génération n'est plus responsable, que l'on peut changer les choses et que si Dieu le veut, on peut créer d'autres rapports entre l'Afrique et la France. Et c'est cette rencontre avec Tiken qui a déclenché en vous l'envie d'écrire cet ouvrage ou vous l'avez pensé bien avant? Non, je l'ai pensé depuis le début. Non, l'ouvrage est en moi depuis très longtemps. Je vous dis, quand je suis arrivée sur le territoire, j'ai cherché dans toutes les bibliothèques de France et de Navarre, comme dit l'expression, pour essayer de trouver un ouvrage qui m'aide à comprendre ces gens que j'avais en face de moi, qui parlaient la même langue que moi, avec les mêmes mots, mais qui en réalité ne disaient pas les mêmes choses. C'est-à-dire on avait l'impression qu'on parlait la même langue parce qu'on parlait français, mais en réalité on était à des années-lumière, parce que les expressions ne sont pas les mêmes, et parce qu'un oui ici, ça n'a pas la même signification qu'en Occident. Et voilà, tout un tas de marqueurs en fait où je ne comprenais pas bien dans quoi est-ce que je tombais en fait. Donc je crois que je porte en moi ce livre depuis mes premiers pas en Afrique. Et vous considérez aussi que l'Afrique a apporté quelque chose dans la langue française, notamment a enrichi la langue française? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a notamment au Scrabble, par exemple, le mot essencerie qui vient du Sénégal, qui est une station-service qui vient de rentrer au Scrabble. Le gars, la primature, le gars et la go. Également, il y a plein de mots comme ça qui viennent enrichir la langue française et aujourd'hui qui se croisent, s'entrecroisent. Ça fait tout un mélange. Vous savez, dans les banlieues en France, là aujourd'hui, on parle un français presque africanisé. C'est très rigolo. En lisant l'ouvrage, Séverine, on se rend compte qu'on y retrouve du tout de l'ethnologie, de l'histoire, de la géographie. Alors, comment définirez-vous cet ouvrage-là? C'est un ouvrage académique, ça se lit comme un roman?
Alors c'est une approche sociologique, hein, mais que j'ai voulu dans un langage le plus simple possible pour justement permettre à des gens qui sortent du bac, hein, et qui entament des études de communication de pouvoir comprendre ce que j'écrivais aussi. Donc je ne l'ai pas du tout écrit dans un langage académique, même si je fais référence effectivement à des techniques académiques. Mais voilà, l'objectif c'était de vulgariser quelque part ce discours sur la communication qui quelquefois est tellement compliqué. Vous prenez également des positions, on se rend compte que souvent vous tirez sur certaines institutions africaines qui ne font pas assez d'efforts pour libéraliser la communication. Alors vous, comment vous regardez l'Afrique, le secteur de la communication? Est-il en retard ou il y a espoir, hein? Peut-on compter en se disant que oui, l'Afrique c'est la terre des espoirs, l'Afrique c'est l'espérance? En 2012, ici à Bamako, s'est créée une association des professionnels de la communication. C'est une association qui a été impulsée par des privés qui en avaient assez que chacun se réclame professionnel de la communication. Or, la communication, c'est une science. Ce sont des techniques. Comment est-ce que je vais vous parler? Comment est-ce que je dois me tenir? Comment est-ce que je vais vous convaincre d'une idée? Tout ça, c'est une science. Donc, on ne peut pas dire je suis professionnel de la communication comme ça. Et je crois que les professionnels ici en ont eu assez, hein, quelque part, que la profession ne soit pas reconnue. Et que le fait qu'il y ait, je crois qu'il y a 200 agences de communication qui sont répertoriées au seul Mali. Et par exemple, au Sénégal, je crois que c'est, si je ne m'abuse, dans les 300 et quelques. Hein. Et d'ailleurs, selon un des responsables d'une des grandes agences de communication sénégalaises, selon lui, il n'y en avait qu'une demi-douzaine qui tenait vraiment la route. C'est-à-dire qu'on a besoin de refondre dans la tête des publics également qu'est-ce que c'est que la communication. La communication, c'est pas savoir faire des dessins, c'est pas un graphisme, c'est pas être graphiste, c'est pas être réalisateur, c'est pas ça. La communication est un métier à part entière. Parce qu'encore une fois, on a besoin de bien comprendre le théâtre mental des individus pour le convaincre de notre idée. Donc c'est pas comme ça. D'accord, mais 54 ans après l'accession de la plupart des pays ouest-africains à l'indépendance, comment regardez-vous l'avenir du continent africain? Avec espoir. J'ai toujours cru aux formidables potentialités africaines. Ça fait que 4 ans, 5 ans maintenant qu'il y a plein d'organisations privées extérieures qui commencent à regarder, à lorgner l'Afrique tel un gros gâteau qu'on va enfin pouvoir se partager parce que les taux de croissance qui sont affichés ici sont très enthousiastes comparés aux taux de croissance affichés notamment en Occident. Donc depuis le début, je vous garantis que j'ai senti ce potentiel-là. Et vous savez, en 2050, une personne sur 4 sera d'origine africaine dans le monde. Donc, c'est un signe d'espoir. C'est un formidable signe d'espoir. Ça veut dire que même si aujourd'hui on ne comprend pas, si les nations occidentales ne comprennent pas l'importance que l'Afrique va prendre sur la place de l'échiquier mondial dès demain, ça risque d'être compliqué pour nous. Votre ouvrage est paru d'ailleurs en France. Qu'est-ce que vos collègues, vos amis vous ont parlé, vous ont dit de ce livre, les critiques? Alors je l'ai fait lire effectivement à plusieurs personnes, des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'Afrique, qui ne comprenaient rien ou en tout cas qui n'avaient jamais mis les pieds sur le continent. Et j'ai eu quelques retours où on m'a dit mais Séverine, j'ai envie d'aller en Afrique aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que c'est un ouvrage en tout cas qui fera voyager. Parce que je ne l'ai pas fait trop technique pour ne pas l'adresser uniquement à des professionnels de la communication. Mais j'espère aussi que c'est un ouvrage qui fera mieux comprendre toutes ces formidables potentialités africaines, je n'ai de cesse de le répéter. Vous dites que vous êtes autodidacte en lisant votre biographie. Alors, et vous êtes un professionnel de la communication ou vous vous placerez où? Qu'est-ce qui vous a motivé réellement? C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais partie de ceux qui font évoluer les médias en Afrique. Mais d'un côté, je suis écrivain, je suis auteur. Alors, étant autodidacte, est-ce que c'est une tâche facile pour vous? Alors, pas du tout. Je suis autodidacte jusqu'à 2010. Je suis autodidacte, c'est-à-dire que l'ensemble de mon parcours professionnel, en tout cas les 15 premières années, je l'ai fait avec mon pif, si je puis dire. Et puis à un moment donné, j'ai senti mes limites. Donc je suis retournée à l'école. J'ai passé un master en information et communication à Toulouse. Et c'est vrai que depuis lors, d'autres horizons de compréhension se sont ouverts à moi, que j'ai mieux compris quel était le rôle de la communication. Et c'est parce que je l'ai mieux compris justement que j'ai envie de le transmettre.
Séverine Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Clé pour la communication en Afrique de l'Ouest, paru aux éditions du Parc. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africable Télévision.